C'est la première fois que je m'exprime devant des enseignants en philosophie, c'est une première, donc merci à François de me donner cette occasion. Bon, je me suis pas mal interrogé sur ce qu'il fallait que je vous présente, comment je vous le présentais, etc. Bon, finalement, vous me direz. Donc, si j'ai bien compris, on a un créneau de 3 heures. On va sans doute faire une pause au milieu, hein, ça sera apprécié par tout le monde. Bon, j'ai un truc format cours ou conférence qui devrait faire 1 heure, 1 heure et demie, et puis après il y a plein de sujets qu'on peut débattre, soit liés directement à ce que j'ai dit, soit sur tout autre sujet que vous ayez envie d'aborder, c'est l'occasion. On peut faire de 2 manières, soit je parle en continu et puis on reporte tout le débat après la pause, soit dès qu'il y a un truc qui vous interpelle, vous posez la question et puis on le fait en interactif. Moi, j'ai pas la deuxième solution. Très bien. Ok, donc n'hésitez pas à m'interrompre au moindre problème. Ok, donc le thème qu'on a choisi d'aborder, c'est l'inné et l'acquis, qui est une des grandes questions qui taraude l'être humain depuis plus de 2000 ans et qui continue à le tarauder, à tort ou à raison. Alors je vais commencer par, puisque je parle à des enseignants de philo, je vais commencer par revenir à mes années de terminale, donc il y a 25 ans. Évidemment, l'inné et l'acquis, c'était quelque chose qui était déjà au programme à ce moment-là. De ce que je m'en souviens maintenant, effectivement, ça m'évoque 2 choses. C'était Sartre, l'existentialisme, et puis il se trouve que notre prof de philo nous avait fait lire Les enfants sauvages de Lucien Malson. Qui en parlait aussi, et puis les deux avaient un discours qui était cohérent avec ce que disait Sartre, donc à l'époque ça m'avait paru convaincant, et voilà, maintenant 25 ans plus tard, avec le recul d'un chercheur en sciences cognitives, évidemment je trouve ça intéressant de revisiter tout ça. Il se trouve que très récemment j'ai été invité à participer à un colloque sur les enfants sauvages, et ça a été l'occasion pour moi de me replonger dans le bouquin de Lucien Malson et de voir un petit peu comment il argumentait, sur la base de quelles données, etc. Et voilà, ça a été un exercice intéressant. Du coup, je vais démarrer avec quelques diapos que j'avais préparés à propos des enfants sauvages. Et avant de commencer, j'ai jeté en vrac sur cette diapo quelques remarques que je me suis faites sur finalement qu'est-ce qu'on enseigne en philo, pourquoi, comment, etc. Finalement, l'impression que j'ai vue d'aujourd'hui, c'est que finalement les philosophes des siècles passés, c'était les scientifiques de l'époque. Ils se posaient des questions qui, pour la plupart, étaient des questions scientifiques, c'est-à-dire des questions qui montraient au monde qu'est-ce qu'on peut observer dans le monde, comment ça fonctionne, etc. Donc, évidemment, ce sont des questions qu'il y a toute raison aujourd'hui de revisiter avec les données et les moyens actuels. Évidemment, à l'époque, enfin, je dis à l'époque sans préciser, on peut penser à Platon ou à Kant ou à Rousseau, peu importe, les données qu'ils avaient à leur disposition pour essayer de répondre aux questions qui se posaient étaient extrêmement limitées, que ce soit des données sur le monde physique ou a fortiori des données concernant les questions qui se posaient dans le domaine de la psychologie. Finalement, beaucoup de questions que se sont posées les grands philosophes sont des questions qui appartiennent à la psychologie. Et d'ailleurs, je connais pas le programme de philo terminale sur le bout des doigts, mais mon impression comme ça, c'est que finalement, une bonne part du programme de philo, ce sont des questions de psychologie qui ont trait à l'être humain, à ce qui le meut, à son libre arbitre, l'inné, l'acquis, etc., la conscience. Donc, il y aurait toutes les raisons de revisiter ces questions à la lumière des connaissances acquises en psychologie depuis tout ce temps. Évidemment, il y a plusieurs siècles, les données disponibles pour répondre aux questions qu'on se posait en psychologie étaient extrêmement limitées. Et finalement, nos philosophes, ils se basaient sur quoi? Ils se basaient sur l'observation des autres. Ça, c'est évidemment une source de données irremplaçable pour la psychologie. Et puis, ils se basaient sur leur propre introspection, sur la manière dont ils fonctionnaient. Ce qui est aussi une source de données importante. Mais après, voilà, il y a toute une science psychologique qui s'est développée et qui propose tout un éventail de données supplémentaires qu'il est utile de prendre en compte. Donc, du fait que les données étaient peu nombreuses, leur raisonnement était finalement peu contraint par des données factuelles. Il était possible d'avoir des théories très différentes les unes des autres, qui restaient compatibles avec les quelques données de l'observation qu'ils avaient. Et du coup, c'est pas étonnant qu'ils aient pu proposer des théories qui étaient contradictoires les unes avec les autres.
on peut penser que ces grands penseurs, s'ils avaient accès aux données qui sont disponibles aujourd'hui, ils écriraient plus du tout la même chose que ce qu'ils ont écrit il y a plusieurs siècles. Ils contraindraient leur raisonnement par les données disponibles. Ce qui me conduit à dire que Kant, Platon, Rousseau, Descartes, etc., c'était des très grands penseurs. Il y a aucun doute là-dessus. Mais ils ont écrit avec les connaissances qu'ils pouvaient avoir à l'époque, ils écriraient quelque chose de différent aujourd'hui, et du coup, il n'y a pas lieu d'entretenir une vénération particulière pour ce qui est écrit dans les textes, etc. Il faut se sentir libre, et je pense qu'il faudrait inviter les élèves aussi à se sentir libres de remettre en question même ce qu'a pu écrire Platon ou d'autres philosophes, parce que finalement, ce qu'ils ont pu écrire il y a plusieurs siècles, avec les connaissances qu'ils avaient, c'était parfaitement respectable à l'époque, mais ça a toutes les chances d'être faux aujourd'hui. Et il faut quand même en avoir conscience. Alors je dis pas qu'ils ont écrit que des bêtises, au contraire, mais voilà, c'est important de réévaluer toutes ces questions à la lumière des connaissances contemporaines. Je ne sais pas si je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes ou si je suis extrêmement provocateur. J'ai pas la moindre idée de. Ok. Bon, ça démarre bien alors. Ok, donc on commence avec les enfants sauvages. Donc pour résumer un livre en une phrase, l'argument qui est fait finalement dans le livre de Malson, c'est les enfants sauvages sont des enfants qui sont abandonnés tôt dans leur développement ou perdus dans la nature tôt dans leur développement et qui du coup passent une très grande partie de leur enfance non exposés à la société humaine. Et ce qu'on constate à l'arrivée, le jour où on les récupère, c'est que ils manifestent très peu de qualités proprement humaines, ils parlent pas, ils ont des interactions sociales qui sont pas normales, etc. Et donc, la conclusion qu'en tire Malson, qu'en tirait déjà Itard à l'époque qui avait décrit Victor de l'Aveyron, c'est que sans l'exposition à la culture et à la société humaine, finalement, l'être humain n'acquiert pas les qualités humaines, c'est-à-dire qu'il n'a pas en lui intrinsèquement une nature qui lui permette de développer ses qualités et ses compétences typiquement humaines. Donc c'est l'environnement qui doit lui apporter tout ça. Et si on décortique encore plus l'argument, en fait je redis un petit peu la même chose, l'idée c'est vraiment que l'isolement qu'a vécu l'enfant sauvage pendant plusieurs années est la cause de l'état d'arriération dans lequel il est retrouvé. Okay ? C'est ça l'argument principal du livre. Alors, ça m'avait paru convaincant à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, je regarde ça avec un œil beaucoup plus critique et je vois un certain nombre de limites dans cet argument. Premièrement, il faut avoir conscience que les informations qu'on a sur ces enfants sont extrêmement parcellaires et limitées. Pour moi, qui suis un expérimentaliste et qui collecte des données, qui les analyse, je trouve que les informations qu'on a, qui sont des descriptions écrites par des gens qui ont vu ces enfants de première, de seconde ou de troisième main, sont quand même extrêmement limitées. On ne sait pas grand-chose de ces enfants et on ne sait pas quand ils ont été abandonnés ou perdus. Ni pourquoi. On ne sait pas quel était leur niveau de développement cognitif et social avant leur abandon ou leur perte. En fait, toutes les choses importantes qu'on voudrait savoir sur ces enfants, ça concerne la période avant qu'ils soient retrouvés. Tout ce qu'on sait sur eux, c'est après qu'ils aient été retrouvés, mais ce qu'on voudrait savoir sur eux pour pouvoir tirer des conclusions, c'est ce qui leur est arrivé avant qu'ils soient retrouvés. Et ça, c'est précisément les informations qu'on n'a pas. On voudrait savoir dans quelle mesure ils ont été vraiment isolés des autres êtres humains. Par exemple, dans le cas de Victor de l'Aveyron, il semble qu'il était abandonné relativement tard dans son enfance et que même pendant qu'il était dans la forêt, il était en contact régulier avec des êtres humains, etc. Deuxième limite de cet argument, c'est que Malson ne semble pas prendre en considération des hypothèses alternatives qui pourraient expliquer aussi bien les observations. Et ça, pour nous, en sciences, si vous voulez, c'est une démarche intellectuelle absolument indispensable. Des observations qui semblent confirmer une hypothèse qu'on a a priori, on en trouve toujours. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce qui est vraiment important, c'est, étant donné les données qu'on observe, de se demander si
non seulement ça confirme pas notre hypothèse a priori, mais si ça pourrait pas être aussi compatible avec des hypothèses alternatives. Et là, du coup, essayer de s'atteler à distinguer les différentes hypothèses. Donc là, en l'occurrence, on pourrait dire que les données connues sur les enfants sauvages sont tout aussi compatibles avec d'autres hypothèses, comme celle selon laquelle ces enfants auraient été retardés mentalement avant même d'être abandonnés. Et peut-être que même ça serait la raison pour laquelle ils auraient été abandonnés. C'était d'ailleurs l'hypothèse qu'avait fait le neurologue Pinel, qui avait également examiné Victor de l'Aveyron à Paris avant Itard. Une autre hypothèse qui a été émise, notamment par Uta Frith, qui est une des grandes spécialistes mondiales de l'autisme, c'est que Victor aurait pu être non seulement retardé mental, mais en fait autiste. Et j'ai une petite diapo pour exposer ce point de vue. Donc voilà des hypothèses sur lesquelles on ne va pas pouvoir trancher, mais qui méritent au moins d'être prises en compte avant de conclure que c'est leur période de privation qui a été la cause de leur aliénation. Donc à propos de l'hypothèse sur l'autisme de Victor de l'Aveyron. Donc, là, c'est une analyse que je tire du livre d'Uta Frith sur l'autisme. Je pense en français, je crois que c'est traduit l'autisme expliqué chez Odile Jacob, mais qui elle-même tire ses sources, in fine, du rapport qu'avait écrit l'abbé Bonater, qui est une des premières personnes à avoir examiné Victor de l'Aveyron de manière un peu scientifique et à avoir écrit un rapport dessus avant Pinel et Itard, et qui finalement fournit les principales observations à l'appui de cette hypothèse. Le déficit intellectuel, il est là, et il est resté chez Victor, mais plus spécifique à l'autisme, il semblait avoir un déficit particulier dans le domaine des interactions sociales et avoir un désintérêt assez flagrant vis-à-vis des autres personnes. Et chose qui ne s'est pas énormément améliorée au contact de la société humaine. Il avait des particularités sensorielles qui sont des choses qui sont très décrites dans l'autisme, en particulier une insensibilité au froid, d'une part, et d'autre part une sensibilité au son un petit peu particulière, caractérisée par une hyposensibilité à certains sons. Par exemple, il y a une scène où il est décrit où on tire un coup de feu dans son dos et il ne sursaute pas, il ne se retourne pas. Et par ailleurs, des sons qui peuvent sembler très faibles, ils sont perçus immédiatement et attirent son attention immédiatement. Donc, hypoacousie, hyperacousie, enfin cette conjonction de traits pour des sons différents, c'est aussi quelque chose qui est observé dans l'autisme. Il semble n'avoir aucune imagination, même quand il joue pas à faire semblant, il prend les objets pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient être. Ça aussi, c'est assez typique de l'autisme. Il montre des stéréotypies, donc vous savez, des gestes répétitifs comme ça, des comportements répétitifs. Il est décrit comme ayant des balancements qui peuvent se prolonger pendant des heures, etc. À nouveau, à l'instar des enfants autistes. Et aussi le fait que finalement, une fois qu'il a été pris en charge par Itard et qu'il a été mis au contact des êtres humains, finalement, il a fait des progrès extrêmement limités. Il n'a jamais acquis de langage oral. Il a appris quelques signes de la langue des signes, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc voilà, si vous voulez, un ensemble de symptômes évocateurs qui pourraient laisser penser que Victor était autiste. Par ailleurs, on soupçonne, et au vu des informations qui ont entouré sa découverte, que en fait, il y avait même un soupçon vis-à-vis d'une famille particulière qui aurait abandonné un enfant qui parlait pas lorsqu'il avait 6 ans. Il avait une cicatrice au cou qui pourrait être la trace d'un infanticide. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de contraster son cas avec d'autres cas d'enfants sauvages qui, pareil, ont été isolés pendant plusieurs années dans la nature et qui ont été retrouvés après, et qui finalement n'ont pas montré exactement le même profil ni le même devenir. Donc en particulier, si on compare avec le cas de Kaspar Hauser, qui est un autre enfant sauvage célèbre, eh bien Kaspar Hauser a fini par acquérir un petit peu de langage. Il a acquis des compétences de socialisation beaucoup plus importantes que celles de Victor. Il a montré un intérêt pour les autres êtres humains, etc. Et donc, ça montre que tous les enfants sauvages ne montrent pas exactement le même profil cognitif. Certains ont un profil plus autiste comme Victor, mais certains, comme Kaspar Hauser, n'ont pas ce profil-là. Donc c'est pour ça que cette hypothèse est proposée pour Victor, mais pas pour tous les enfants sauvages en général. Il y a aussi d'autres cas très intéressants à propos des orphelins roumains
qui ont été retrouvés dans les orphelinats à la fin de l'ère Ceausescu en Roumanie, qui étaient des enfants qui étaient parqués dans des orphelinats dans des conditions tout à fait lamentables, et qui aussi étaient en quelque sorte dans une situation de privation assez extrême, évidemment sans doute pas aussi extrême que celle des enfants sauvages, mais quand même privation à la fois nutritive, affective, sociale, etc. Donc ils avaient des grosses carences. Et ce qui est intéressant chez ces enfants, c'est qu'ils ont été très bien étudiés par un éminent pédopsychiatre britannique qui s'appelle Michael Rutter, et qui, notamment du fait qu'une partie de ces enfants roumains sortis des orphelinats ont été adoptés par des familles britanniques. Et donc Rutter les a évalués, examinés très précisément à leur sortie des orphelinats et puis au fil des années. Et en les comparant avec un groupe d'enfants autistes qui avait été apparié avec ces orphelins roumains sur toutes les caractéristiques au moment où les orphelins sont sortis de l'orphelinat. Donc au moment où ils s'étaient sortis de l'orphelinat, les orphelins roumains avaient des symptômes quasi autistiques. C'est-à-dire, ils avaient aussi un retrait social, ils avaient un problème de langage, ils regardaient pas les gens en face, ils avaient aussi des stéréotypies, etc. Tout un tas de symptômes qui faisaient penser à l'autisme. Donc, la question qui se posait, c'était est-ce que leur période de privation les a rendus autistes? Et donc, en les comparant avec un groupe d'enfants autistes qui était similaire en tout point à leur sortie de l'orphelinat, et puis en les suivant pendant plusieurs années, eh bien, Rutter a constaté que finalement, les ex-orphelins adoptés se développaient bien mieux que les véritables autistes, et qu'ils finissaient par acquérir des bonnes compétences linguistiques, des bonnes compétences sociales, que leurs stéréotypies, leur comportement répétitif avait tendance à disparaître, et donc ils revenaient en quelque sorte sur la trajectoire normale du développement cognitif, alors que les enfants autistes, bon évidemment ils se développent, ils s'améliorent aussi, mais ils restent autistes. Et donc ça a conduit à conclure que effectivement une période de privation extrême comme celle qui a été vécue par les orphelins roumains, ça conduit à des symptômes quasi autistiques, mais ça n'engendre pas en soi l'autisme. Et donc ça a conduit aussi à conforter l'idée selon laquelle si Victor avait les symptômes d'autisme, c'est probablement qu'il les avait aussi avant sa période de privation. Oui. C'était extrêmement varié, puisque quand ils ont ouvert les orphelinats, il y avait tout de moins d'un an à plus de 6 ans. Et je crois qu'en Grande-Bretagne, ils ont surtout essayé d'adopter les plus jeunes, mais pas uniquement. Enfin, ils avaient tout un éventail d'âge. Après, faudra aller regarder précisément les articles de Rutter pour voir les détails. Voilà. Donc, bon. Sans conteste, on ne pourra jamais conclure sur les enfants sauvages, simplement parce qu'on n'a pas les données qui nous permettraient de conclure. Donc, voilà une hypothèse qui est une hypothèse alternative à celle de Malson, selon laquelle c'est la période de privation qui est responsable de l'arriération de ces enfants. Bon, la réponse n'est probablement pas la même pour tous les enfants sauvages, mais ceci pour dire que c'est important de prendre en compte les hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes observations. Et ça remet en cause le caractère définitif de la chose elle-même. Parce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on veut faire, c'est que si les enfants sont privés des ruptures affectives et des ruptures, etc., ça provoque des symptômes autistiques. Tout à fait. Par contre, c'est l'hypothèse qui porte plutôt sur le fait que si c'est pas à telle date, entre tel et tel âge, oui. Le développement en est définitivement compromis. Bien sûr, rien ne remet en cause le fait que si on a une grosse privation dans l'environnement, ça va aller moins bien. Ça, c'est évident. Personne ne peut le remettre en cause. Simplement, et c'était un peu la troisième limite que je voulais souligner, qui est une espèce de sophisme, qui était de partir de cette observation, qui est finalement évidente, que l'environnement social est nécessaire au développement cognitif normal. Ça, tout le monde en est convaincu, et les enfants sauvages participent à cette conclusion, mais d'en déduire que alors l'être humain n'a aucune prédisposition, parce que c'est ça finalement l'argument littéral dans l'article, dans le livre de Malson, c'est que ayant montré cet effet très important de l'environnement sur le développement cognitif, il en conclut donc il n'y a aucune prédisposition à la nature humaine. Et ça, je pense que vous le voyez, il n'y a pas d'implication logique
En fait, l'alternative à cette conclusion, ça serait simplement de dire, bah oui, l'environnement est nécessaire et il y a aussi des prédispositions qui sont nécessaires. Si l'un ou l'autre manque, évidemment, bah, l'enfant, il est mal parti. Et donc, évidemment, c'est aussi une alternative qui est importante à prendre en considération et qui semble pas du tout avoir effleuré Malson à cette époque. Alors, je referme là le chapitre des enfants sauvages, c'était plutôt une espèce d'aparté, pour dire que, bon voilà, les enfants sauvages, c'est un ensemble d'observations qui ont été intéressantes à une époque pour parler de la nature humaine, de l'inné, de l'acquis, etc. Mais quand même, depuis, on a accumulé beaucoup d'autres observations, beaucoup d'autres sources de données, et donc effectivement, les sciences cognitives, par leur brassage pluridisciplinaire, finalement, ont abordé de très près et de différentes manières la question de l'inné, l'acquis et de la nature humaine. Donc là, je vous ai fait une petite liste de sous-disciplines des sciences cognitives qui ont apporté des données pertinentes pour cette question. C'est pas totalement exclusif. Et puis, je vais essayer de vous montrer certaines données qui viennent des différents domaines et qui parlent finalement, qui permettent de reprendre un petit peu le débat sur l'inné et l'acquis. Et je m'appuierai. J'ai une diapo pour illustrer ce qu'apporte l'anthropologie cognitive, une diapo pour illustrer la psychologie du développement, et puis je vous parlerai pas mal de génétique. Donc, pour illustrer un petit peu ce qui peut se faire en anthropologie cognitive, je vous montre un travail de Stanislas Dehaene et collègues, où ils sont allés tester les Munduruku, qui est une tribu amazonienne, qui n'a jamais, qui n'a été au contact de la civilisation entre guillemets que très récemment. Ils n'ont pas encore, ils ont pas vu les missionnaires, ils n'ont pas d'école, etc. Ils sont au Brésil, mais bon, ils n'ont pas de contact véritable avec le gouvernement brésilien. Et donc, ils sont au contact essentiellement d'un anthropologue de terrain qui est Pierre Pica et qui va les voir de temps en temps. Et de temps en temps, il prend dans ses bagages une expérience conçue par Stanislas Dehaene et son équipe. Et notamment, ce qu'a essayé de tester Stanislas Dehaene, c'est dans quelle mesure ces personnes qui n'ont aucune scolarisation, aucune exposition à la culture moderne, entre guillemets, auraient déjà pas des vrais concepts mathématiques, mais des pré-concepts mathématiques. Et donc, il a eu une première étude sur les concepts de l'arithmétique, et ça, c'est l'étude qu'il a faite sur la géométrie. Et vous voyez comment ça se présente. En gros, c'est une tâche d'intrus. À chaque fois, on leur montre 6 figures, et on leur dit laquelle est pas comme les autres. Okay, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grands concepts mathématiques ni de scolarisation poussée pour répondre à cette question. On regarde et on répond en fonction de l'intuition qu'on a. D'accord ? Et donc, évidemment, en mettant à chaque fois un intrus qui diffère des autres par un concept géométrique clé, comme l'inclusion ou la fermeture ou la connexité ou le parallélisme ou les sections, les angles droits, etc. Eh bien, on peut voir dans quelle mesure ces personnes sont déjà sensibles à ces patterns géométriques. Et donc, vous voyez les taux de réponse corrects qui sont assez élevés, sachant que le niveau de chance ici, c'est 1 sur 6, donc c'est quand même relativement bas. Donc, voilà, c'est une manière. Donc, j'ai mis idée innée, je reprends l'expression d'Itard, évidemment, on parle pas littéralement d'idée innée. Évidemment, ils n'ont pas le concept explicite de parallélisme ou de clôture ou de connexité, mais ils sont sensibles à certaines propriétés géométriques qui, selon Stanislas Dehaene, sont sous-jacentes à ces concepts qu'on a développés en mathématiques. Autrement dit, ils ont d'une certaine manière des précurseurs de ces concepts mathématiques. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire en anthropologie cognitive dans la démarche générale et finalement de se dire, finalement, est-ce que malgré les variations culturelles qu'on peut observer à travers tous les peuples et qui peuvent sembler immenses, est-ce qu'il n'y a pas aussi des invariants, des formes de traitement cognitif qui sont communes à tous les humains et qui participent à cette nature humaine? Ça serait une espèce de noyau dur. Une autre manière d'aborder un petit peu la même question, c'est de la poser exactement de la même manière chez le bébé, chez le très jeune bébé. Ça, il se trouve que c'est une spécialité de mon laboratoire. Là, je vous montre plutôt les expériences de René Baillargeon aux États-Unis.
ça repose un petit peu, ça peut reposer un peu sur la même logique que la détection d'intrus chez les Munduruku. Ça repose aussi beaucoup sur la logique des tours de magie. Finalement, pourquoi est-ce que un tour de magie ça étonne? C'est parce qu'on voit quelque chose qui semble enfreindre les lois de la physique. Okay, mais ça suppose qu'on les connaît, les lois de la physique, si on détecte une infraction aux lois de la physique. Et pourtant, les tours de magie étonnent des très jeunes enfants, alors même qu'on leur a pas enseigné la physique. Et donc ça, c'est un peu la démonstration par l'absurde en allant chercher des très très jeunes enfants, puisque là, ils ont 2 mois et demi, avec des expériences de ce style-là. Donc par exemple, on a des écrans, donc ça se joue sur un petit théâtre, c'est physique, mais ça peut aussi se faire sur écran vidéo. On a 2 écrans là. Et puis, il y a un petit personnage qui va se cacher derrière un écran. Et puis, il ressort de derrière le 2e écran, alors qu'on ne l'a pas vu passer entre les deux. Ok, et donc ça, évidemment, c'est étonnant, parce que si tout se passait comme prévu, on aurait dû le voir passer entre les deux. Et on contraste ça avec une situation contrôle, où le personnage est effectivement passé entre les 2 écrans. Et on peut mettre en évidence que les bébés, dès 2 mois et demi, vont regarder plus longtemps la scène où on voit le personnage ressortir sans être passé entre les 2 écrans, c'est-à-dire la scène qui est physiquement impossible. Autrement dit, dès 2 mois et demi, ils détectent une infraction par rapport aux attentes qu'ils avaient concernant la situation physique. Donc ils ont d'une certaine manière des attentes sur la situation physique. Ils savent qu'un personnage est continu dans le temps, qu'il ne peut pas se désintégrer à un endroit et réapparaître à un autre. Ouais. Mais ces attentes, maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on... Enfin, vous avez eu des guillemets à éliminer, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'enfant, dès 2 mois, il a quand même observé des choses de son environnement, il a très rapidement des attentes sur la manière dont les choses se déroulent? Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement une objection toujours possible à ces expériences, qui est, bon, quel que soit l'âge auquel on prend, il y a toujours un petit peu d'expérience avant, et donc dans quelle mesure cette expérience pourrait pas déjà être la base de ces réactions. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut difficilement le dire. Certaines expériences se sont faites chez le nouveau-né de quelques heures de vie, surtout dans le domaine auditif. Bon, là aussi, ça restreint un petit peu le champ de l'expérience qu'il a. Pas totalement non plus. On pourrait argumenter que dès le 3e trimestre, in utero, il entend déjà des choses. Donc c'est vrai que les expériences sur le bébé vont jamais permettre de conclure définitivement qu'on a observé une capacité innée. En général, elles montrent quand même qu'on observe des capacités qui sont bien plus précoces que tout ce qu'on avait imaginé, et ça oblige quand même à réfléchir un petit peu sur le développement de toutes ces capacités cognitives. Voilà. Alors maintenant, j'ouvre la discussion générale sur, bon, finalement, l'inné, l'acquis, la nature, la culture. Comment est-ce qu'on doit raisonner à propos de ces concepts? Donc, premièrement, partons des définitions. Donc, par définition, ce qui est inné, c'est ce qui est présent à la naissance. Ce qui est acquis, on suppose que c'est acquis par l'expérience. C'est ce que le terme suggère. Et donc, dès le départ, là, on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à opposer inné et acquis. Or, on voit que par leur définition même, ces 2 termes ne s'opposent pas. Parce que ils sont pas mutuellement exclusifs. D'accord? Notamment parce que à la naissance, l'organisme a déjà été influencé par l'expérience, expérience auditive dans le 3e trimestre, et puis un peu de toucher, un peu d'olfaction. Bien après la naissance, l'organisme continue à se développer suivant un plan qui est déterminé par les gènes. Le génome, il continue à agir pendant toute notre vie. Ce qui veut dire qu'il serait faux de penser que tout ce qui est avant la naissance c'est inné et tout ce qui est après la naissance c'est acquis. Et en fait, il n'y a aucun seuil temporel particulier en deçà duquel c'est inné et au-delà duquel c'est acquis. Donc, cette idée ne peut pas fonctionner. Alors, on pourrait dire, bon, ok, c'est parce qu'on a mal défini les mots inné et acquis, on va refaire le travail. Par exemple, on pourrait dire, ok, on va dire inné, c'est ce qui est déterminé génétiquement. Ok, donc là, au moins c'est précis. Le problème, c'est que si on fait ça, déterminé génétiquement, il n'y a rien. En gros, c'est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que il y a toujours moyen de modifier les choses par des actions dans l'environnement, et donc de montrer que les choses n'étaient pas totalement déterminées. D'accord? Donc déterminé génétiquement, ça n'existe pas, et donc si on définit inné comme ça, on a l'ensemble vide. Alors on pourrait dire, bon, on va relaxer un petit peu la définition, on va dire, ce qui est inné, c'est ce qui est influencé génétiquement. Bon, mais en fait, si on définit ça comme ça, alors dans ce cas, on a tout. Parce que tout est influencé dans une certaine mesure par des facteurs génétiques, et j'y reviendrai par la suite. Donc du coup, ça sert pas non plus à faire
un contraste vraiment très utile. Et ce petit jeu-là, d'essayer de redéfinir les mots et puis de voir si ça répond mieux à nos besoins, finalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que inné et acquis, c'est des mots du langage courant, d'accord, avant tout. C'est des mots du langage courant qui existent parce que ça correspond à une intuition. On a tous des intuitions sur ce qui est une propriété intrinsèque à l'être humain et ce qui est acquis par l'expérience. Et voilà, les intuitions, ça fait pas la science. Et en science, pour travailler, on a besoin en général de redéfinir les concepts. Hein, on a fait ça pour la notion de force, pour la notion de température, pour la notion de vitesse, d'accélération, etc. On fait ça pour tout. Et donc là, c'est pareil. Inné et acquis, c'est des termes du langage courant qui ne conviennent pas aux investigations scientifiques. Et donc, il va falloir soit les redéfinir, soit utiliser d'autres concepts. Alors, ces deux chercheurs, un philosophe et un biologiste, ont en fait fait ce travail-là jusqu'à l'absurde. En fait, ils ont essayé 26 définitions possibles du mot inné, et ils n'en ont trouvé aucune qui était cohérente et qui permettait à la fois d'être mutuellement exclusive avec acquis et de répondre bien aux intuitions qu'on a sur l'inné et l'acquis. Et donc ceci pour vous dire, et si vous lisez l'anglais, je vous encourage vraiment à lire l'article de Mameli et Bateson, parce que c'est un article philosophique et il est extrêmement bien argumenté et intéressant. Ceci pour vous dire que finalement, c'est pas étonnant si ça fait longtemps en fait en science qu'on a abandonné ces mots innés et acquis et qu'on travaille sur des questions un tout petit peu différentes. En l'occurrence, on va essayer de distinguer les influences génétiques et les influences environnementales. Alors, attention quand même, quand on pense environnement psychologique, environnement social et apprentissage. Ok, c'est vrai, mais si on veut que les deux termes soient complémentaires, dans ce cas, il faut aussi inclure dans l'environnement tout ce qui est l'environnement biologique. Hein, c'est important. Donc, on va mettre d'un côté le génome et de l'autre côté, on va appeler environnement tout ce qui est non génétique. Ok, donc non génétique, ça veut dire ça va inclure l'environnement fœtal, qui est très important évidemment pour le développement du fœtus. Donc tout ce qui est maladie, virus, exposition à des toxines, nutrition, etc. Tout ça, ça fait partie de l'environnement et c'est important de ne pas l'oublier. Modulo cette prise en considération, on peut effectivement contraster de manière totalement complémentaire les facteurs génétiques d'une part et les facteurs environnementaux d'autre part. Alors après, c'est pas parce qu'on fait ça que on a tout résolu. Il faut quand même garder en tête qu'il y a une interaction très très étroite entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Même les facteurs environnementaux qu'on considérerait comme sociaux. Parce que il faut bien réaliser que des facteurs environnementaux, pour qu'ils nous affectent nous, il faut pour cela qu'ils rentrent d'une certaine manière dans notre corps et dans notre cerveau. Hein, par exemple, si vous arrive quelque chose, vous perdez un être cher, etc., et vous devenez déprimé, donc ça c'est typiquement un effet environnemental sur votre ressenti. Pour que ça arrive, il faut que ça rentre dans votre cerveau et que ça modifie quelque chose de biologique qui affecte votre ressenti. D'accord ? Donc, le facteur environnemental, aussi social qu'il soit, il ne va avoir un effet sur vous que dans la mesure où il est intériorisé et où il interagit avec vos neurones, et en fait où il est interagi avec l'expression même de votre génome dans les neurones. J'essaierai d'expliciter ça un tout petit peu plus tard. Ouais. Quand vous avez envisagé de modifier le sens du mot inné en disant c'est tout ce qui est l'ordre de tout avec ce en disant que le génétique n'est pas de manière fatale. Mais là, vous semblez y revenir en parlant simplement d'influence. Oui, donc, simplement, ce qui marche pas, c'est d'essayer de classer les facteurs entre ceux qui sont innés, enfin disons, de classer les traits entre ceux qui sont innés et ceux qui sont acquis. Donc ceux qui seraient déterminés génétiquement, il n'y en a pas, ceux qui seraient influencés génétiquement, il y en a trop. Donc si on essaye de classer les traits, ça marche pas. Par contre, on peut classer les facteurs. Okay, les facteurs, on peut déterminer clairement s'ils sont dans le génome et s'ils sont à l'extérieur du génome. C'est ça. En fait, c'est peut-être ça le changement de perspective. C'est au lieu de classer les caractéristiques humaines, on va entre celles qui sont innées et celles qui sont acquises, on va simplement classer les facteurs environnementaux et on va proposer de déterminer dans quelle mesure une caractéristique humaine est influencée par des facteurs génétiques et dans quelle mesure elle est influencée par des facteurs environnementaux. Sachant qu'ils interagissent toujours les uns avec les autres. Oui, dans votre sens, comment en fait
conceptuellement, on pense souvent inné et nature. Oui. C'est-à-dire, inné présuppose un développement congénital quand on est la mère. C'est vrai qu'on est toujours. Si les 26 définitions posent problème, c'est pour avoir une confusion entre nature et naissance. Ouais, là, ils ont. Est-ce que ça vous le prenez en compte? Pour moi, nature n'est pas un mot plus scientifique que inné, donc faire appel à l'un pour. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Donc du coup, j'ai pas compris votre question. Je ne sais pas, dans le langage courant, si vous parlez de l'erreur définie, ils sont souvent synonymes, vous savez, ce qui est on a à la naissance, on a naturellement, etc. Ouais, ouais. Rien que ça, c'est un environnement. Oui, mais bon. Vous en pensez au niveau de l'utilisation des mots, comme il faut les dépasser. Non, bien sûr. Mais vous voyez, bon, la puberté, c'est naturel, mais c'est pas acquis. Donc d'une certaine manière, c'est inné, mais c'est bien après la naissance. Bon, ouais, ces mots posent plein de problèmes. Donc c'est pour ça que on les met de côté et on passe à des mots qu'on comprend. Pour tout facteur, on peut déterminer s'il est dans le génome ou pas dans le génome, et c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a changé cette perspective et qu'on se concentre sur les facteurs, si maintenant on repasse à des caractéristiques humaines, ou pas humaines, peu importe, on peut plus dire de cette caractéristique qu'elle est soit génétique, soit environnementale. Cette caractéristique, elle va être potentiellement influencée dans une certaine mesure par des facteurs génétiques et par des facteurs environnementaux. Et là, on a une question scientifique qui est bien posée et on peut utiliser des méthodes pour essayer de déterminer les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Donc, gardez, peut-être s'il y avait qu'un message à retenir de tout cet après-midi, ça serait ça. Arrêtez d'en faire une dichotomie, soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment le plus important. Alors après, quand même, il faut faire le travail de recherche qui consiste à étudier ces facteurs génétiques et comportementaux. Et donc la première approche qui a été proposée, c'était déjà d'essayer de quantifier l'importance relative des uns et des autres. Et donc, bon, il y a tout un domaine qui s'appelle la génétique comportementale qui essaye de faire ça pour les traits comportementaux, mais en fait les méthodes ont été importées des méthodes des éleveurs qui sélectionnent le bétail pour différentes caractéristiques, donc c'est pas du tout propre ni à l'être humain ni au comportement. Et donc, bon, parmi toutes les méthodes qu'on pourrait utiliser, on pourrait dire les enfants sauvages, c'est un type de méthode, c'est-à-dire, en gros, il va falloir essayer de dissocier et départager les influences génétiques des influences environnementales. Donc, les enfants sauvages, dans la mesure où ils montreraient l'influence, les influences génétiques en état de privation environnementale, ça pourrait fournir une de ces formes de dissociation. Le problème que ça pose, c'est si les deux sont nécessaires, alors le fait d'avoir cette privation de l'environnement, finalement, ça fait que le développement est totalement altéré et que, du coup, on n'arrive pas à voir grand-chose d'intéressant. Alors, il y a d'autres méthodes. Une méthode qui, finalement, correspond le plus directement à ce qu'on fait intuitivement, c'est les analyses de similarité des individus en fonction de leur lien de parenté. Ça, c'est le genre de données auxquelles même Platon avait accès à l'époque, qui consiste simplement à observer que les enfants, en général, ressemblent à leurs parents. C'est vrai pour les caractéristiques physiques, c'est vrai pour la taille, c'est vrai aussi pour des caractéristiques cognitives. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier point de données qui peut donner lieu à réflexion. Évidemment, c'est une chose de le remarquer comme ça de manière informelle parmi les gens qu'on connaît, c'en est une autre que de l'établir formellement et de le quantifier. Alors évidemment, ça a été fait, je vous montre ici un graphe. Alors bon, c'est le premier graphe où je montre le QI, quotient intellectuel. Je sais que c'est un concept controversé auquel vous accordez peut-être peu de confiance et je pourrais faire tout un cours là-dessus. Si vous voulez, on reparlera du QI pendant la discussion. En fait, c'est relativement important. Je pourrais vous montrer n'importe quoi, un test de langage, un test d'attention. Ça pourrait être n'importe quelle mesure. Là, il se trouve que c'est le QI. Je vous demande juste de suspendre votre jugement critique à l'égard de cette mesure et d'admettre que c'est une mesure cognitive comme une autre. Pour illustrer ici simplement la corrélation qu'il y a entre le QI des parents sur l'axe des X et le QI des enfants sur l'axe des Y. Donc il y a une corrélation. Évidemment, c'est pas une ligne droite, donc le QI des enfants n'est pas totalement déterminé par le QI des parents, c'est évident. De même que on aurait le même graphe pour la taille, par exemple, la relation entre la taille des enfants et la taille des parents. Évidemment, il y a des gens grands qui ont des enfants petits et vice-versa. Il y a des gens avec un QI très élevé qui ont des enfants avec un QI très faible, et vice-versa. Tout est possible.
Mais quand même, quand on regarde à travers une population, il y a des grandes tendances, il y a des similarités, c'est ce qu'on appelle une corrélation. Ok? Alors, quelle est... Oui? C'est la deuxième partie de la diapo, merci d'avoir posé la question. Donc évidemment, le problème que vous soulevez, c'est que dans cette situation parent-enfant, en fait, les facteurs d'intérêt sont confondus. Les parents transmettent leurs gènes aux enfants et ils leur procurent aussi un environnement social, familial, etc., qui est aussi responsable de leur développement cognitif. Donc là, en quelque sorte, cette corrélation, elle est élevée, mais précisément parce que les parents fournissent l'essentiel. Donc ça ne permet pas en soi de départager la part des influences génétiques et environnementales. Donc pour ça, effectivement, c'est intéressant de comparer avec une autre situation où les enfants sont élevés par les parents, mais ce ne sont pas les enfants génétiques de ces parents. Donc ce sont des enfants adoptés à la naissance, par exemple. Et si on fait ça, voilà la corrélation. Donc la corrélation n'est pas nulle. Vous voyez pas les chiffres, là, c'est pas assez noir. Là, on passe de 0,68 à 0,13. Ok? Donc la corrélation n'est pas nulle. Donc ça montre bien que le fait de grandir sous l'influence de certains parents, ça induit une certaine ressemblance au niveau cognitif. Mais en même temps, comme vous pouvez voir, elle est bien inférieure à celle qu'il y a entre parents et enfants biologiques. Ce qui montre aussi que le fait d'avoir un lien génétique, ça fait aussi une différence. Alors voilà un premier exemple de situation par lequel on peut commencer à dissocier les influences environnementales des influences génétiques. C'est pas la seule, on va passer à la suite. Ouais. Du R. R, c'est la mesure de corrélation. Donc en gros, plus les points, si tous les points étaient alignés sur cette droite, on aurait un R égal à 1. Si ils étaient complètement, s'ils formaient une boule, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune relation entre les deux variables, on aurait un R égal à 0. Voilà. Donc 0,68, c'est assez élevé. Donc voilà, ça c'est une situation pour départager les ressemblances, les similarités génétiques et environnementales. En fait, la situation qui a été la plus utilisée expérimentalement, qui est la plus puissante, on va dire, c'est la situation des jumeaux. Parce qu'il y a deux types de jumeaux, les jumeaux monozygotes qui sont génétiquement identiques, et les jumeaux dizygotes qui sont similaires génétiquement de la même manière que n'importe quel frère et sœur, c'est-à-dire 50% similaires. Et malgré tout, que ce soit des paires de jumeaux monozygotes ou des paires de jumeaux dizygotes, dans la mesure où ils grandissent ensemble dans la même famille, on peut penser que leur similarité environnementale est à peu près la même. Et donc là, à nouveau, on a une dissociation entre similarité environnementale et similarité génétique. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup les comparaisons de jumeaux monozygotes et dizygotes sur à peu près toutes les caractéristiques possibles. Ça peut être sur des caractéristiques physiques comme sur des caractéristiques cognitives. En gros, on a un petit modèle statistique derrière qui est tel que, donc là, par exemple, on regarde des pathologies, d'accord? Et donc, la question qu'on pose, on mesure la concordance de la pathologie à travers les différentes paires de jumeaux. Donc, étant donné un jumeau qui a la maladie, quelle est la probabilité que le deuxième jumeau ait la maladie? Et on calcule séparément pour les jumeaux monozygotes qui sont en noir et pour les jumeaux dizygotes qui sont en hachuré. Et quand la concordance est plus élevée pour les jumeaux monozygotes, ça traduit le fait que c'est leur plus grande similarité génétique qui est responsable de cette plus grande concordance. Et donc la différence entre les deux barres, noir et hachuré, ça donne une manière de quantifier la part des facteurs génétiques, ce qu'on appelle l'héritabilité. Okay, l'héritabilité, c'est la proportion de facteurs génétiques qui expliquent de la variabilité dans la mesure qu'on fait ici. Okay, donc vous voyez ici, bon, il y a une liste de différents troubles, dyslexie, autisme, maladie d'Alzheimer, schizophrénie, etc. Et vous voyez que pour tous, la barre noire est au-dessus de la barre hachurée, donc ça veut dire qu'il y a une héritabilité non nulle. Donc, ils ont tous été élevés ensemble, là. Voilà. Donc ils ne diffèrent que par la similarité génétique. Il y a d'autres situations, on va en voir un exemple, où on compare aussi avec des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et élevés dans des familles différentes. On peut faire ça sur des pathologies, on peut faire ça sur des mesures quantitatives, n'importe lesquelles. On peut faire ça sur la taille, le poids, on peut faire ça sur le QI qui est représenté ici totalement à droite, on peut faire ça sur des capacités en lecture, des capacités spatiales, même des traits de personnalité. Et donc là, à nouveau, on regarde la corrélation au sein des paires monozygotes et dizygotes, et à nouveau, toujours, la barre noire est supérieure à la barre hachurée, et donc il y a une certaine héritabilité. Bon, en gros, à travers tous ces traits, c'est toujours aux alentours de 30-50%. Donc ça veut dire, et c'est important, ça veut dire qu'il y a
les variations dans toutes ces caractéristiques sont expliquées pour 30 à 50% par des facteurs génétiques. Ça ne veut pas dire que tout est génétique. Ça veut dire que le complément, donc 50 à 70%, est influencé par des facteurs environnementaux. Alors, après, au-delà des jumeaux, on peut encore faire appel à d'autres méthodes, encore trouver d'autres situations, des comparaisons d'enfants adoptés dans une même famille, et donc qui ne sont pas reliés génétiquement, des comparaisons de frères et sœurs, donc reliés génétiquement mais adoptés dans des familles différentes, etc. Je vous montre un exemple qui décline tous les liens de parenté possibles et imaginables, et qui montre en fait les corrélations du QI entre toutes les paires d'apparentés possibles et imaginables. Donc on retrouve les jumeaux monozygotes élevés ensemble ici, qui ont une corrélation de 0,85, donc c'est très très élevé, mais c'est normal, ils sont identiques génétiquement, ils grandissent dans la même famille. D'accord ? Si ils sont monozygotes mais qui sont élevés séparément, ça descend à 0,70. Donc l'environnement familial, de toute évidence, joue un rôle qui est la différence entre ces deux barres. 10 zygotes élevés ensemble, ça descend encore. Frères et sœurs élevés ensemble, ça descend encore, et ça se comprend parce qu'ils ne partagent pas l'environnement utérin, alors que les jumeaux partagent l'environnement utérin, etc. Et là, vous voyez les frères et sœurs d'adoption, les frères et sœurs élevés séparément. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces comparaisons, mais c'est pour vous dire que bien au-delà des études de jumeaux mono et dizygotes, en fait, on peut récupérer ce type de données pour toutes les paires possibles d'apparenté, avec tous les degrés de similarité génétique jusqu'aux cousins éloignés, tous les degrés de similarité environnementale, et on peut en gros fitter un modèle statistique derrière qui finalement ne fait que confirmer ce que disaient les études de jumeaux, c'est-à-dire qu'en gros l'héritabilité du QI est de l'ordre de 50%. Et maintenant, et ça c'est la petite révolution depuis les 4 dernières années, et maintenant on a eu encore une nouvelle méthode pour quantifier l'effet des facteurs génétiques, qui est cette méthode appelée GCTA pour analyse génome entier de traits complexes, qui à nouveau a été mise au point par les éleveurs qui s'intéressaient à la production de lait par les vaches, etc. Et ce qui est fascinant avec cette méthode, c'est qu'elle se base sur l'analyse du génome, parce qu'aujourd'hui, les coûts de génotypage ont diminué énormément, et que, bon, pour quelques centaines d'euros, on peut séquencer votre génome. Et du coup, l'idée est d'aller regarder directement dans votre génome les différentes variations génétiques. Évidemment, il faut faire ça sur une grande population, et de calculer dans quelle mesure les variations observées dans le génome sont responsables des variations observées dans d'autres caractéristiques. Et là, je vous montre les résultats sur un grand nombre de caractéristiques. Donc vous voyez, ça a été fait pour la hauteur, pour le poids, mais aussi pour des caractéristiques cognitives, les capacités en lecture, en mathématiques, en langage, QI verbal, QI non verbal et QI total. Ça, c'était les estimations d'héritabilité obtenues par les études de jumeaux, qui étaient relativement élevées. Et maintenant, bon, on considère que les estimations obtenues dans les études de jumeaux, c'est un peu une borne supérieure. Et ça, c'est les estimations obtenues par génotypage. Et là, on sait que c'est une borne inférieure parce qu'en fait, dans ces génotypages, on ne prend pas en compte tous les facteurs génétiques, et il y en a toujours qui ne sont pas sur les puces ADN, etc., peu importe. Et donc, en quelque sorte, d'abord, vous voyez que, en gros, ça confirme l'héritabilité dans les grandes lignes, mais avec des valeurs un petit peu inférieures à ce qui était observé dans les études de jumeaux. C'est d'ailleurs un petit peu inférieur aussi pour la taille et le poids, et pas seulement pour les traits cognitifs. Alors, il y a plusieurs explications à la différence. Donc, une première, je vous l'ai donnée, c'est que cette technique ne séquence pas intégralement le génome, et donc en fait, elle ne prend en compte que les variations fréquentes génétiques et pas les variations rares. Or, les variations rares aussi contribuent. Une autre raison, c'est que ça ne prend en compte que les variations additives. Quand il y a des gènes qui interagissent les uns avec les autres, quand il y a des effets de dominance, c'est pas pris en compte. Et puis, une autre raison, c'est que ça prend pas en compte les interactions entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux, qui, elles, sont en partie prises en compte dans les études de jumeaux. Voilà. Donc, c'est pas exactement les mêmes nombres, mais c'est des nombres qui sont voisins et qui, en gros, fournissent une borne inférieure et une borne supérieure. C'est important parce que ces études de jumeaux
bon, elles existent depuis les années 70, elles avaient une réputation un petit peu sulfureuse, elles n'étaient pas bien comprises à la base, il y a des gens qui ont contesté leurs méthodes, évidemment, comme toute méthode, c'est des méthodes qui ont des limites, qui font des hypothèses, qui étaient vérifiées dans certaines études, pas toujours dans toutes, etc. Et donc le fait qu'aujourd'hui, avec des techniques d'investigation tout à fait différentes, avec des hypothèses qui n'ont rien à voir, des méthodes indépendantes, on arrive finalement à fournir des estimations d'héritabilité qui sont relativement comparables, c'est quand même la meilleure confirmation du fait que finalement c'était pas totalement n'importe quoi ces études de jumeaux. Alors, ouais. Ça fait un peu chercher la cité. Ouais. C'est vrai que les barres d'erreur sont beaucoup plus importantes dans les graphiques. C'est vrai. Alors même que les effectifs sont plus grands dans les études GCTA, et ça c'est juste une différence de puissance statistique, c'est-à-dire quand bien même il y a peut-être 1000 individus ici et 3000 là. Non, en fait, ici, c'est pas vrai parce que c'est sur la même population. Donc, effectivement, la puissance statistique est inférieure dans les études GCTA, ce qui veut dire que il faut une plus grande population pour avoir une estimation fiable avec cette technique. Et quand on a une population de taille égale, ce qui est le cas ici, on a des barres d'erreur plus grandes, une incertitude plus grande sur l'estimation de l'héritabilité avec la deuxième méthode. En gros, avec les études GCTA, il faut au moins 2000 individus pour avoir une estimation relativement fiable, alors qu'avec les études de jumeaux, quelques centaines suffisaient. Alors, tout ceci, à la limite, on pourrait considérer que c'est même pas intéressant. En fait, tout ça, ça ne fait que dire, il y a des facteurs génétiques et il y a des facteurs environnementaux. Dans une certaine proportion, un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre. Bon, dans tous les cas, il y a les deux. Et quoi qu'on mesure, il y a toujours les deux. Donc maintenant qu'on le sait, bon, ça a pris quand même 30 ans de convaincre tout le monde que c'était le cas et c'est pas encore forcément acquis pour tout le monde. Donc ça méritait d'être fait. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus intéressant que ça. On peut poser la question concrètement, ok, il y a des facteurs génétiques, mais alors, par quel mécanisme est-ce qu'ils agissent sur le développement humain, sur la cognition humaine? Et là, aujourd'hui, on a les méthodes qui permettent d'aller chercher directement dans le génome des gènes particuliers, des variations génétiques et des mécanismes particuliers dans le cerveau. Donc, j'ai quelques diapos pour vous sensibiliser un petit peu à cette nouvelle, à ce nouveau secteur en fait des sciences cognitives qui est en train de s'ouvrir, qui tire parti des progrès de la génétique moléculaire, du séquençage du génome humain qui a été publié en 2001, et de toutes les techniques qui sont disponibles maintenant et pas trop chères, et qui permettent vraiment de poser toutes ces questions qui auparavant on n'envisageait même pas de les poser. Donc, quelques exemples. Donc, par exemple, on a un certain nombre de données sur la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur très important, notamment pour les apprentissages. C'est un neurotransmetteur qui a un certain nombre de récepteurs. Tout ça, c'est des molécules qui sont dans notre cerveau, et ces molécules, elles sont codées par des gènes. Okay, à chaque protéine, il y a un gène. Et donc, par exemple, ce DRD2, c'est à la fois le nom d'un gène et de la protéine qui est codée par ce gène. Et cette protéine, c'est un récepteur de la dopamine. D'accord? Donc, il est quelque part à la synapse et il attend la dopamine pour la capturer. Et donc, bon, il y a tout un tas de données qui montrent que les différentes molécules liées à la dopamine elle-même, les récepteurs de la dopamine, les transporteurs de la dopamine, sont associés à des capacités cognitives. Donc, un exemple particulier, ici on a une tâche d'apprentissage. Donc, c'est une tâche d'apprentissage par renforcement. Donc, à chaque essai, on vous montre deux symboles. Ici, c'est des symboles chinois, mais vous n'êtes pas censé lire le chinois. Et puis, vous en choisissez un. Et si vous choisissez le bon, vous avez une récompense. Et si vous gagnez des points. Et si vous choisissez le mauvais, vous perdez des points. D'accord? Et à chaque essai, il y en a toujours un qui est renforcé positivement et un qui est renforcé négativement. Évidemment, au début, vous savez pas. Vous choisissez au hasard. Et puis au fil des essais, vous apprenez lesquels sont renforcés positivement, lesquels sont renforcés négativement, et donc vous améliorez votre score. Vous apprenez la valeur en quelque sorte de chaque symbole. Et d'ailleurs, on voit que vos performances augmentent au fil des essais, c'est ce qui est représenté ici. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a deux manières possibles d'apprendre. Vous pouvez apprendre essentiellement à partir du renforcement positif, c'est-à-dire vous souvenir des symboles pour lesquels vous avez gagné des points et ignorer les autres. Ou vous pouvez apprendre plus à partir du renforcement négatif, vous souvenir des symboles qui vous ont fait perdre des points et ignorer les autres. Évidemment, vous pouvez faire les deux aussi.
Et donc, on trouve que les gens varient dans leur stratégie d'apprentissage. Ils n'ont pas une stratégie consciente, mais certains ont l'air d'apprendre plus facilement par renforcement positif et certains apprennent plus facilement par renforcement négatif. Ça engendre pas nécessairement des différences globales de performance, mais on va dire que c'est plutôt des styles d'apprentissage différents. Et donc, ce que cette étude a montré, c'est que selon que vous avez ou non un allèle particulier de DRD2, eh bien, avec un allèle particulier, donc une version de ce gène, vous allez avoir un style d'apprentissage qui est montré ici par la barre en rouge, qui est plus par le renforcement positif. Et si vous avez l'autre allèle, eh bien, c'est plus par renforcement négatif que vous allez apprendre. Et bon, par ailleurs, il y a des études d'imagerie cérébrale qui montrent quelle est la région cérébrale qui est modulée par cet allèle et qui induit les différences de stratégie d'apprentissage. Voilà. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, c'est juste un exemple qui montre comment une variation sur un gène peut avoir un impact sur une variation au niveau cognitif. Et évidemment, il y a quelque chose dans le cerveau, forcément, qui est modulé entre les deux, entre le gène et le comportement. Évidemment, vous la cognition, c'est un très très grand écart. C'est une très longue chaîne causale qui passe essentiellement par le cerveau. Oui. Les traductions, ça marche un tout. Ça veut dire que ce panel modifierait la capacité à vivre la récompense. Quelque chose comme ça. Ouais, ça modifie la sensibilité qu'on a aux récompenses, au renforcement positif et au renforcement négatif. J'ai un autre exemple. Ouais. Ouais. Alors bon, là, à la limite, je vais vous donner raison, mais il n'y a pas besoin de cette étude pour le savoir, je dirais. C'est-à-dire que à la limite, tous les enseignants et tous les parents le savent et le font au quotidien. On est tout le temps en train de jouer avec le renforcement positif et le renforcement négatif et à essayer de bien doser l'un et l'autre. Et tous les parents le font de manière intuitive avec leurs enfants. Après, bon, chacun le gère plus ou moins bien et c'est pas forcément facile toujours à bien doser, mais c'est clair que renforcement positif et renforcement négatif, c'est les ingrédients de base finalement de tout apprentissage. Alors, il y aurait des personnes qui auraient un déséquilibre par rapport à ça? Ah ben il y a des personnes qui sont moins bien dotées, ouais. Alors là ce que je vous ai montré, c'est pas en termes de différence de capacité d'apprentissage, c'est en différence de sensibilité à l'un versus à l'autre. Mais évidemment, il y a aussi des inégalités en termes de capacité d'apprentissage. Comme vous disiez tout à l'heure, certaines personnes on alterne entre les deux, on alterne en fonction de l'environnement, en conséquence ici la position de l'élève, ou l'élève qui nous suggère même effectivement qu'il faut faire comme ça avec lui. Mais il y a le problème que vous évoquiez tout à l'heure revient par la fenêtre, c'est-à-dire qu'il faut reconsidérer l'environnement et le fait que nous-mêmes on ait potentiellement des équipes en fonction de la personne qu'on aime nous. Oui, bah vous êtes une part importante de l'environnement de vos élèves. Et donc vous contrôlez d'une certaine manière leur environnement et ce que vous en faites détermine ce qu'ils apprennent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être si je peux me permettre une digression, enfin la question de l'utilisation du renforcement positif et négatif dans l'éducation en général, c'est une vaste question, il y a beaucoup de recherches là-dessus et qui sont pas très bien connues des enseignants autant que je sache. Peut-être un truc qu'il faudrait retenir, c'est que, enfin mon sentiment, c'est que on utilise trop le renforcement négatif et pas assez le renforcement positif. Et souvent c'est un peu intuitif, on voit bien pourquoi on est tout le temps dans le renforcement négatif. Il faut essayer de réfléchir un peu à comment on pourrait utiliser mieux et plus le renforcement positif, en particulier pour les élèves les plus difficiles qui appellent tout le temps du renforcement négatif et qui deviennent totalement insensibles au renforcement négatif. Donc pour cela, en fait, ça marche pas du tout le renforcement négatif. Alors que, vous voyez, prenez l'exemple d'un élève perturbateur, bon, on peut prendre n'importe quelle sanction au bout d'un moment, ou en tout cas pour certains d'entre eux, ça n'a plus aucun effet. Et on oublie toujours de les renforcer positivement le jour où ils sont comportés normalement. Alors que c'est là qu'il faudrait le faire. Parce que, évidemment, le jour où il perturbe pas la classe, on l'a même pas remarqué, et on n'a pas pensé que c'était important de valoriser ça,
Alors que c'est au contraire là qu'il faut essayer de renforcer ce comportement pour qu'il se reproduise. On pourrait considérer qu'aucune réponse ne demande raison de soi. Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Nous, c'est un peu le cas, parce qu'en histoire, si 1514 ou 1515, on peut dire oui, 1514, il y a majoritairement, quand même, je sais pas vraiment. Et alors qu'en philosophie, on pourrait considérer qu'aucune réponse n'est mauvaise en soi. C'est une analogie, par exemple, vous savez, sur la gamme chromatique des notes, aucune note n'est mauvaise en soi, et on inclut dans une gamme particulière, et ça serait un renforcement complètement. Bien sûr. Inconscient chez l'élève. Enfin, je veux dire, notre manière de faire serait explicite, mais ça rentrerait dans l'aspect inconscient de l'élève. Oui, je pense que ça fait partie des choses auxquelles il faut penser, de pas tout concevoir en il y a une réponse juste et toutes les autres sont fausses, en particulier en mathématiques où c'est quand même un peu la nature de la discipline, mais se dire aussi finalement dans les réponses qui sont effectivement fausses, qu'est-ce qu'il y avait de bon quand même dedans? Sans faire des manœuvres potentielles. Évidemment, évidemment. Mais par exemple, Stanislas Dehaene, qui est un grand spécialiste des mathématiques, c'est un fervent défenseur de l'idée qu'il faut aussi valoriser les approximations, le calcul approximatif, essayer de faire trouver aux élèves le bon ordre de grandeur. Évidemment, en mathématiques, le calcul exact est très important aussi, mais développer les intuitions sur les ordres de grandeur, c'est aussi quelque chose qui est important et qui n'est pas assez valorisé. Et ça conduit évidemment à dire des résultats qui sont faux, mais qui sont pas trop loin de la vérité, et donc en fait c'est bon. Et donc, bref, ça participe à toute cette idée qui est que, voilà, dans les mauvaises réponses, tout n'est pas également mauvais, et il faut pas oublier de récompenser ce qui est bon dans les mauvaises réponses. Sinon, juste faire une phrase, on pourrait induire dans l'élève l'idée qu'une erreur c'est une illusion. Une illusion? On pourrait lui faire confondre l'erreur et l'illusion. Si l'erreur participe de la vérité, il ne faut surtout pas lui faire comprendre qu'en se trompant, il est dans l'illusion. Oui, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une illusion. Non, mais par contre, ce qui est important, c'est que l'erreur, c'est toujours une occasion d'apprendre. Et de fait, tout ce qu'on sait dans les sciences cognitives de l'apprentissage, c'est qu'on apprend par essai et erreur. Et que si on a si on n'a pas d'erreur avec du renforcement sur l'erreur qui nous permet de la corriger, ben on n'apprend pas. Vous connaissez que l'élève lui-même, comme il est souvent jeune, pour nous c'est 18 ans maxi, il n'est pas encore bien sensible à ça, et c'est à nous justement de... Ah ben bien sûr, c'est à vous, absolument. Oui. Au sujet du renforcement, vous avez compris au début de l'intervention le fait qu'on insiste des concepts intuitifs. Là, vous avez dit la façon intuitivement, on avait des styles d'enseignement qui valent souvent renforcement positif ou négatif. Est-ce que vous prôneriez le fait qu'on se fasse tous des tests pour savoir quelle élève on a? Je voudrais voir quelle est l'étape. Est-ce que si j'ai l'élève qui est plutôt sensible au renforcement positif, ça veut dire que l'emploi du renforcement négatif est en pure perte, qu'il faut au contraire tout miser sur le renforcement positif? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un truc c'est médicalisé en quelque sorte un peu l'enseignement? C'est une très bonne question, et de fait, la question se pose en médecine et elle est déjà quasiment résolue, c'est-à-dire on s'oriente vers une médecine personnalisée basée sur le génome de l'individu, parce qu'on ne répond pas tous de la même manière aux mêmes médicaments, et qu'en fonction de notre génotype, j'ai donné en examen de mon cours hier un article qui vient de sortir, qui montre que si vous êtes en dépression, eh bien, la réponse que vous allez avoir à tel type d'antidépresseur va dépendre d'un allèle que vous portez sur tel ou tel gène. Donc, de toute évidence, en médecine, on s'achemine vers ça, vers l'idée qu'on va optimiser votre traitement en fonction de votre patrimoine génétique. Vous avez tout à fait raison de soulever le fait que on pourrait penser faire exactement la même chose pour l'éducation, optimiser l'enseignement en fonction du patrimoine génétique de chaque élève. Attendez, je vois déjà les objections. Il y a des chercheurs qui défendent cette idée, et si vous voulez, après je pourrais vous transmettre un article qui défend précisément cette idée. En vérité, j'aurais deux remarques à faire là-dessus quand même. La première, c'est que si on veut raisonner en termes de style d'apprentissage des élèves, de toute évidence, tous les élèves ne sont pas égaux, ils apprennent pas tous de la même manière, et donc c'est vrai que ça semble de bon sens qu'on devrait ajuster notre enseignement en fonction des styles et des capacités de chaque élève. Si on veut faire ça, premièrement, la meilleure méthode pour déterminer le style d'apprentissage de chaque élève, c'est pas
de sonder son génome, c'est de tester ses capacités d'apprentissage ou ses styles d'apprentissage. C'est-à-dire, il y a des moyens de le faire via des petits tests qui sont infiniment plus fiables et qui mesurent beaucoup plus directement ce qu'on veut mesurer que d'aller chercher dans le génome des élèves. Donc, pour les questions qu'on se pose dans le domaine de l'éducation, je serais éventuellement pour faire des tests, mais il n'y a aucune raison d'aller chercher une information aussi distante que l'information génétique. Deuxièmement, ça a déjà été proposé depuis pas mal d'années, et notamment aux États-Unis, ça a été assez populaire, notamment sous l'appellation AVK, l'idée que les enfants se classeraient en 3 catégories, ceux qui apprennent de manière plutôt auditive, ceux qui apprennent de manière plutôt visuelle, et ceux qui apprennent de manière plutôt kinesthésique, par le toucher. Ok ? Et donc, il y a tout un tas de... Donc ça a été théorisé, et puis il y a des gens qui ont construit des programmes pédagogiques entiers bâtis sur la détermination du style de chaque enfant et comment on va présenter à chaque enfant la formation à laquelle il est la plus sensible. Ces choses-là ont été évaluées avec énormément de rigueur dans des dizaines d'études, et le résultat, c'est qu'il n'y a aucune preuve que les enfants apprennent mieux quand on leur présente la formation sous la forme qui est soi-disant adaptée au style qui a été prédéterminé. Donc, cette conclusion s'applique au système AVK tel qu'il a été développé dans ces programmes. Potentiellement, évidemment, si on arrivait à faire ça, mais de manière mieux qui marche, ça serait sans doute intéressant. Pour l'instant, je dirais, il n'y a pas de base empirique solide pour dire que, enfin, en tout cas, disons, voilà, ça reste une idée théorique intéressante de s'adapter au style de chaque enfant ou aux capacités de chaque enfant. En pratique, on n'a pas un programme qui marche qui permet de le faire. Mais je pense que peut-être un jour ça arrivera, et sans doute ça sera basé sur des tests de chaque enfant plutôt que sur l'analyse de leur génome. Oui. J'ai une question parce que j'ai l'impression qu'on est passé d'un exemple très restreint à des questions beaucoup plus générales. Bien sûr. Et mon intuition, c'est que sur le renforcement positif négatif, le récompense, etc., j'ai l'impression que ça varie extrêmement chez un individu selon le type de matière, par exemple, ou la personne qui lui parle, ou le moment même dans lequel il est, l'état d'humeur. Enfin, j'ai l'impression que on peut difficilement tirer une règle générale d'abord de ce cas particulier, et après même, ça, à la limite, si on définissait un style d'apprentissage d'abord à quel âge, et puis est-ce qu'à la fin, finalement, on n'enfermerait pas à un moment l'enfant qui est en plein développement sur la base de quelques tests, alors que finalement, il y a une pluralité possible, des interactions tellement multiples que j'ai l'impression qu'on ne peut pas être vraiment... Oui, enfin... Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Bon, évidemment, je vous présente une expérience, voilà, c'est une situation expérimentale particulière, dans laquelle tous les autres, évidemment, dans la réalité, il y a plein d'autres facteurs qui interviennent. Ici, ils sont tous neutralisés méthodologiquement, donc on voit juste l'effet d'un petit facteur. Bon, c'est vrai que la généralisation dans la vraie vie reste à montrer. Vous avez raison aussi de dire que peut-être le style cognitif, c'est pas un truc qui est figé à tout jamais. Mais bon, on pourrait tout à fait imaginer un programme dans lequel on le reteste chaque année, hein. Après, on pourrait aussi soulever le fait que présenter à l'enfant l'information qui correspond à son style, c'est en fait contre-productif. Au contraire, il faudrait essayer de développer les autres styles chez cet enfant qui montre une dominante dans une certaine direction. Finalement, qu'est-ce qui est le mieux? On peut difficilement le dire a priori. Peut-être que simplement la bonne clé, et finalement c'est ce qui est beaucoup recommandé pour les enseignants confrontés à des enfants en difficulté d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, etc., c'est de systématiquement présenter toutes les informations importantes sous les différentes modalités. On ne va pas préjuger de qui a besoin de quoi, mais on s'assure qu'on a dit les choses à l'écrit, à l'oral, que les choses importantes sont éventuellement distinguées par des couleurs, etc. Enfin, on fournit une multiplicité d'indices, et puis à charge à chaque enfant de prendre ce dont il a besoin. Vous avez bien vu qu'il y a les deux ailes, c'est-à-dire les deux opérations, il y a à la fois positivement et négativement par rapport à... Non, ce que je dis, c'est dans la situation de test, vous pouvez évidemment apprendre à la fois des stimuli positifs et des stimuli négatifs. Rien n'oblige à choisir entre les deux. Mais voilà, on constate juste que les gens semblent avoir un style prédominant. Ok, bon, c'était un long aparté. Je vous montre encore une autre illustration d'un effet génétique sur la cognition, cette fois sur la mémoire épisodique. C'est une variation sur ce gène ADRA2B qui est aussi un récepteur de l'adrénaline. Donc là, le test en question, c'est une tâche de
de mémoire des images. Donc en gros, on vous présente, dans une première phase de l'expérience, on vous présente une centaine de photos. Vous les examinez, voilà, on vous fait faire autre chose pendant une demi-heure. Dans la deuxième phase de l'expérience, la phase test, on vous représente à nouveau une centaine de photos. 50 faisaient partie du premier ensemble que vous avez déjà vu et 50 sont nouvelles. Et votre tâche, c'est simplement de dire, celle-là j'ai déjà vue, celle-là j'ai jamais vue. Okay, donc c'est une tâche de mémoire de ce que vous avez vu 30 minutes avant. C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Au sein de ces photos, il y en a certaines qui sont neutres d'un point de vue émotionnel, et il y en a certaines qui ont un contenu émotionnel positif, donc par exemple des bébés qui sourient, des gens qui s'embrassent, etc. Il y en a d'autres qui ont un contenu émotionnel négatif, des scènes d'accidents, des trucs plein de sang, ou des reptiles, etc. Et il y a un effet bien connu, qui est à nouveau reproduit dans cette expérience, qui est que vous allez mémoriser plus facilement les images qui ont un contenu émotionnel. Okay, qu'il soit positif ou négatif, ça augmente la probabilité que vous avez de vous en souvenir 30 minutes plus tard. Et on voit l'effet ici. Là, ici sur l'axe des Y est montré le pourcentage de reconnaissance des photos avec un contenu émotionnel relativement aux photos neutres. Okay, et vous voyez que les sujets ici sont classés par ordre de ce pourcentage. Donc 0, ça serait si vous avez aucun avantage du contenu émotionnel pour la mémorisation, mais vous voyez que la plupart sont au-dessus, avec certains un très très gros avantage. Et juste quelques-uns qui sont un peu en dessous de 0, ben en gros on peut considérer qu'entre moins 50 et 50, c'est la marge d'erreur de la mesure. Donc on voit que cette expérience reproduit un effet massif du contenu émotionnel sur la mémorisation, que les images soient à contenu positif ou négatif. Mais vous voyez qu'il y a une énorme différence entre les individus. Certains ont un fort effet du contenu émotionnel sur la mémoire et d'autres ont un effet beaucoup plus faible, voire nul. Et donc, ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est que cette différence individuelle est en fait expliquée en partie par une variation sur ce gène ALRA2B, tel que ceux qui ont une délétion particulière ont un effet du contenu émotionnel plus fort, c'est la barre noire, que ceux qui n'ont pas cette délétion, c'est la barre blanche. Et c'est vrai pour les photos positives et les photos négatives. Pardon ? Une délétion, pardon, c'est un petit nombre de bases, ou même une base, qui est supprimée de la séquence d'ADN. C'est une lettre dans la séquence qui est supprimée, ou une ou plusieurs lettres. Vous voyez, l'ADN, c'est comme une séquence de lettres. C'est un code. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, là, on n'est plus tellement dans les capacités cognitives, on est dans les effets de l'émotion sur la mémoire, et on n'est pas tous égaux de ce point de vue-là. Évidemment, ça dit pas qu'il peut y avoir aussi des facteurs environnementaux qui peuvent nous rendre plus sensibles aux émotions que d'autres, mais il y a aussi une variation sur ce gène qui joue un effet. Les récepteurs restent fonctionnels quand même dans la réalisation ? Ah bien sûr, ils sont tous fonctionnels. Oui. En général, ces variations génétiques affectent la quantité d'expression de la protéine, mais ils ne déforment pas la protéine, ils ne la rendent pas non fonctionnelle. Alors ces chercheurs ont poussé le travail un petit peu plus loin en se disant, bon, là on a montré l'effet sur un groupe de gens en bonne santé, est-ce qu'il pourrait y avoir, dans un extrême, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pathologiques ? Et donc, ils ont pensé au stress post-traumatique, puisque finalement, le stress post-traumatique, c'est ce qui arrive si vous avez vécu un événement extrêmement traumatisant, un grave accident, vous avez été témoin d'une scène horrible, etc. Et c'est un événement qui vous traumatise sur le long terme, qui revient vous hanter, qui vous empêche de dormir, vous avez des flashbacks tout le temps, etc. Ça peut devenir extrêmement dévastateur, ça peut vous plonger dans une profonde dépression. En tout cas, certains individus réagissent de cette manière à des traumatismes, d'autres ne réagissent pas de cette manière. Et donc là aussi, il y a une variation individuelle qui peut être intéressante à expliquer. Et donc on voit bien de quelle manière le stress post-traumatique peut en fait être le résultat d'une sensibilité accrue au contenu émotionnel des souvenirs. Et donc ils ont testé cette hypothèse en allant au Rwanda, en testant une grande population qui avait vécu le génocide. Et donc parmi cette population, il y avait vraiment de tout. Il y avait des gens qui n'avaient rien vu, des gens qui avaient été témoins de massacres, des gens qui avaient été eux-mêmes mis victimes mais qui en avaient réchappé. Donc bref, il y avait un peu toutes les situations. Et donc ils leur ont fait remplir des questionnaires qui évaluaient leurs symptômes de stress post-traumatique. Et donc pareil, il y en avait qui n'en avaient pas du tout, et il y en avait qui en avaient beaucoup.
et puis ils les ont génotypés pour le gène ADRA2B, et ils ont montré que ceux qui avaient la délétion avaient plus de symptômes de stress post-traumatique que ceux qui ne l'avaient pas. Donc ce qui montre en quelque sorte l'interaction entre la prédisposition qui est là un petit peu chez tout le monde, on est plus ou moins sensible au contenu émotionnel des souvenirs, avec un événement traumatique qui va faire que si vous avez une grande sensibilité, ben vous êtes plus à risque de réagir de manière pathologique à cet événement. Ok ? Alors, je regarde un petit peu l'heure pour pas que on se perde. J'ai beaucoup de diapos et on va pas pouvoir tout montrer. Je vais vous montrer ici quand même. Donc, voyez là j'ai mis un petit peu l'accent sur les effets génétiques sur la cognition pour vraiment bien ancrer le truc dans le concret, pour vous montrer que quand même on a des connaissances assez concrètes sur certaines variations génétiques, certains facteurs cérébraux et certaines variations au niveau cognitif. Tout ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les gènes dans la vie, il y a aussi des facteurs environnementaux. Donc je vais prendre deux illustrations. Donc la première, c'est le fameux effet Flynn, qui établit le fait qu'au cours du XXe siècle, les scores de QI ont progressé continuellement d'environ 3 points par décennie. Donc l'échelle de QI, c'est une échelle standardisée dans laquelle l'écart type de la population est par convention de 15. Donc 3 points, c'est un écart type de la population. Donc ça peut sembler... 3 points, c'est 1/5 de l'écart type de la population. Ça peut sembler pas grand-chose, mais en fait, au fil des décennies, ça finit par s'accumuler. Donc au bout de 50 ans, on est à 15, on est à un écart type de la population. Au bout de 100 ans, et maintenant on a 100 ans de recul sur les tests d'intelligence, puisque ça a été inventé en 1910 par Binet. Au bout de 100 ans, on a avancé de 2 écarts types de la population. 2 écarts types, c'est la différence entre la moyenne de la population et le seuil du retard mental. Okay ? Donc c'est quelque chose de considérable. Donc évidemment, ça pose question, pourquoi est-ce que les scores dans les tests de QI ont à ce point augmenté, ce qui oblige évidemment à restandardiser tout le temps les normes. Donc, on peut émettre différentes hypothèses, mais je vous donne tout de suite la réponse. Une hypothèse génétique n'est pas plausible. En 100 ans, ou même là ça a été attesté décennie par décennie, donc en 10 ans, c'est clair qu'il n'y a pas de suffisamment de temps pour qu'une sélection génétique puisse faire émerger des allèles qui soient plus favorables à une augmentation du QI. Donc, c'est nécessairement quelque chose d'environnemental. Vous avez sans doute des hypothèses à formuler comme facteurs environnementaux qui auraient changé au cours du XXe siècle. L'alimentation, ouais. L'éducation, évidemment. Partout où il y a des tests de QI standardisés, ce qui est tous les pays développés et pas mal d'autres aussi. C'est quand même très répandu. C'est les seuls tests qui sont présents un peu partout dans le monde. On ne peut pas imaginer qu'il y ait, que les geeks soient devenus plus sexy et que de succès des autres. Alors, ça serait une hypothèse possible. En fait, il s'avère que c'est faux et que c'est même le contraire. Donc, disons, il est établi que les gens les plus intelligents se reproduisent moins. En tout cas, dans les pays industrialisés, c'est clairement établi partout. Donc, les gens avec les QI les plus élevés se reproduisent un petit peu moins en moyenne que les gens avec les QI les plus faibles. Ce qui est conforme à votre intuition, mais c'est établi de manière quantitative. Et donc, s'il devait y avoir une évolution génétique, ça devrait conduire au contraire les scores à baisser. Mais de toute façon, ça se produirait sur une échelle de temps qui n'a rien à voir avec ça. Ouais. Je pense aux expériences faites tout à l'heure sur les jumeaux visuels. On avait une marge, on voyait l'écart finalement des facteurs environnementaux. Quelle marge il pouvait y avoir? Comment est-ce qu'on peut expliquer en 100 ans ou en 200 ans un tel écart sur les tests de QI? Parce que ça ne correspond pas à l'écart qu'on avait tout à l'heure. Donc, un truc important à comprendre, c'est que dans les études de jumeaux, on se place à un temps donné. Si vous voulez, quelle que soit la méthode, que ce soit une étude de jumeaux, une étude de famille, une étude GCTA, on fait une estimation de l'héritabilité sur une population donnée, à un temps donné, dans un ensemble d'environnements donnés. L'estimation qu'on produit est relative à tout ça.
si vous refaites la même étude sur la même population 50 ans plus tard, ou sur la population du pays d'à côté, qui a un pool génétique un peu différent, qui a aussi un ensemble d'environnements un petit peu différent, les mesures peuvent changer. Donc, en fait, on peut pas comparer. Si vous voulez, les mesures d'héritabilité qu'on a décrivent une situation qui est statique. Ça ne prend pas du tout en compte les facteurs qui peuvent avoir varié en 50 ans. Je suis d'accord, mais n'empêche qu'en 200 ans, le patrimoine génétique n'a pas pu connaître une évolution à ce point. Non, c'est exactement ce que je dis. Donc, ce sont des changements de facteurs environnementaux qui sont nutrition, évidemment. Et là-dedans, ce qui est important, c'est surtout l'évitement de la malnutrition, parce que c'est ça qui a le plus gros impact sur le développement du cerveau. L'évitement de maladies qui affectent le développement du cerveau, notamment toutes les infections de la femme enceinte qui affectent le développement du fœtus, et aussi toutes les maladies infantiles qui affectent énormément le développement de l'enfant. Et puis, évidemment, tout ce qu'on peut imaginer dans l'environnement intellectuel des enfants, qui s'est modifié. Bon, j'ai pas mis l'école. Non, si j'ai pas mis l'école, mais bon, c'est évident que la scolarisation, l'école, c'est probablement le truc qu'on a qui augmente le plus le QI des enfants. Hein. Ça coule de source, mais c'est encore mieux en le disant. Donc, le fait de rendre la scolarisation universelle, évidemment, c'est un facteur de progrès tout à fait considérable. Là, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. La télévision, les écrans de manière générale, effectivement, comme vous savez, c'est des facteurs dont les effets sont controversés. Malgré tout, ça donne un accès à l'information qui n'était pas du tout, enfin, replacez-vous, il y a 100 ans, l'accès que les gens avaient à l'information sur ce qui se passait dans le monde autour d'eux était extrêmement réduit. Hein, donc, bon, évidemment, il y a aussi des effets pervers à la télé, etc., mais pas que. Donc, l'effet total d'un truc comme la télévision reste à évaluer. Il peut y en avoir des positifs, des négatifs, et à la fin, que fait la somme, c'est pas totalement clair. Il me semble qu'il y a aussi le sens qu'on donne à ce genre de test, parce que sur 100 ans, à mon avis, c'est pas vraiment le même. Et donc, du coup, cet effet-là, je ne sais pas s'il peut être mesuré, parce que par définition, il n'est pas vraiment testable. Mais à mon avis, c'est un énorme. Je veux dire, le sens que donne la personne testée au test, ou le sens. Même le testeur. Même le testeur, c'est-à-dire faire le test de QI aujourd'hui avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est pas faire le test il y a 100 ans au moment où on l'a inventé. C'est pas reçu de la même façon. Aujourd'hui, on a tous entendu plus ou moins parler d'un test de QI. Vous voyez, à mon avis, ça a produit un. Peut-être. En fait, je suis pas totalement convaincu, en fait, mais bon, on pourra en discuter à la pause si vous voulez. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, comme il y a 100 ans, les gens n'ont pas la moindre idée de ce que sont vraiment les tests de QI. Chacun a son idée fantaisiste là-dessus, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans, en fait, ni ce que ça mesure, et pourquoi ça mesure quelque chose. Donc bon, ne rentrons pas dans le QI, ça serait vrai pour d'autres mesures cognitives. Hein. Est-ce que vous incluez dans les interactions adultes un élément qui serait relativement critique dans réflexion, le fait que l'école a beaucoup évolué, pas simplement qu'il y a plus de pédagogie, mais qu'il y a beaucoup moins de pédagogie, il y a beaucoup moins de violence, même physique, si vous voulez, entre l'instituteur et l'école. La notion de l'honneur était bien plus prédominante avant. Bien sûr. Non seulement entre les enseignants, enfin, moins de violence entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre les parents et les enfants. Donc, de manière générale, on pourrait dire la maltraitance des enfants a diminué, et sans doute ça participe du phénomène. Oui, parce que là, ça négativise Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand ces résultats sont sortis, il y en a qui ont levé les bras au ciel en disant « Oui, on vous l'avait bien dit, le QI, c'est pas génétique ». Bon, j'espère que maintenant vous voyez la faille dans ce raisonnement. Encore une fois, c'est pas parce qu'on met en évidence qu'il y a des effets environnementaux majeurs sur le développement cognitif que ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a pas de facteur génétique. En fait, c'est pas incompatible, c'est pas contradictoire. Il peut y avoir des effets génétiques et il peut y avoir aussi des effets environnementaux. Et voici une illustration assez amusante de l'interaction des facteurs génétiques et environnementaux. Un des effets environnementaux qui a un effet prouvé sur le QI de l'enfant, mesuré plusieurs années plus tard, c'est l'allaitement maternel. Alors c'est marrant, c'est un résultat qui commence seulement à être divulgué dans les médias. Pendant longtemps, on a essayé de promouvoir l'allaitement maternel en disant que ça apportait des bénéfices
D'abord pour la mère, pour la prévention du cancer du sein, et pour le bébé, pour son système immunitaire. Les deux sont vrais. Mais en fait, on savait aussi que ça augmentait les capacités intellectuelles de l'enfant. Dans des proportions qui ne sont pas totalement négligeables quand même, puisque en gros, c'est de 1 point de QI par mois d'allaitement maternel. Donc au bout de 5 mois, on est à 5 points, c'est-à-dire 1/3 de l'écart type de la population. Donc c'est loin d'être négligeable quand même. Hein. Maintenant, je ne sais pas si vous avez, peut-être certains d'entre vous, entendu que les recommandations de l'OMS qui ont été diffusées en France incluent cet argument comme promotion de l'allaitement maternel. Si. C'est là que ce graphe est un petit peu fallacieux. Déjà les données qu'on a au-delà de 6 mois sont pas très fiables. Et en vérité, il y a toutes les raisons de croire que oui, il y a un effet plafond, au-delà de 6 mois, on ne va pas gagner beaucoup plus que 6 points. Hein. Bien sûr. Bah, disons, oui, dans tous les peuples traditionnels, l'allaitement maternel, ça dure 2 à 3 ans. Hein. Donc, c'est un peu la norme, si vous voulez, naturelle pour l'être humain. Après, ce sont des peuples qui, aujourd'hui, diffèrent tellement de nous que, bon, on ne va pas comparer leur QI avec le nôtre, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a une sociologie aussi de l'allaitement? Bien sûr. Donc, évidemment, la première réflexion que vous avez à l'esprit, c'est, bon, mais en France, on sait bien que les femmes qui allaitent, ce sont des femmes à un niveau socio-économique plus élevé que les femmes qui allaitent pas et qui préfèrent le biberon parce que ça les marque moins. Et c'est parfaitement établi. Mais donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que la courbe que vous voyez ici, c'est une courbe après ajustement statistique de tout un tas de facteurs tels que le niveau socio-économique, donc l'éducation de la mère, l'éducation du père, et puis même le poids de la mère. Enfin, il y a une vingtaine de facteurs qui ont été ajustés statistiquement dans cette étude et qui montrent que l'effet de l'allaitement maternel n'est pas confondu avec ces facteurs. Alors après, il reste quand même à interpréter cet effet. Finalement, quel est le mécanisme? On peut en gros émettre 2 grandes classes d'hypothèses. Un mécanisme qui serait plus psychosocial, qui serait, voilà, si la mère tient l'enfant contre son sein, il y a plus de contact maternel, etc. Et ça va favoriser son développement. Ou une hypothèse plus nutritive, qui est de penser que le lait maternel humain contient des acides gras polyinsaturés plus que le lait de vache qui est dans les formules en poudre, et que ces acides gras polyinsaturés sont importants pour le développement du cerveau, et en particulier la matière blanche, et donc la myéline, les axones, etc. Donc voilà, il y a ces 2 hypothèses en concurrence. Et donc voici une étude qui a été conduite pour essayer de tester plus précisément l'hypothèse nutritionnelle, à partir de l'idée que les acides gras polyinsaturés, c'est bon pour le cerveau, à condition de les métaboliser correctement, donc de les digérer bien. Et nous sommes pas tous égaux de ce point de vue-là, parce que ces acides sont digérés par des enzymes, ces enzymes sont codés par des gènes, et il y a des variations sur ces gènes, et selon le variant de ces gènes qui s'appelle FADS1 et FADS2 que vous portez, eh bien vous allez métaboliser plus ou moins bien ces acides gras polyinsaturés. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris une grande cohorte de père, mère, enfant, dans lesquels une partie des enfants étaient allaités au sein et une partie était allaitée au biberon, et ils ont génotypé le bébé sur les allèles FADS1 et FADS2 pour déterminer s'ils avaient l'allèle avec le bon métabolisme ou pas. Et donc vous voyez le résultat. Donc ça, sur l'axis Y, le score de QI. En bleu ciel, ceux qui étaient allaités au biberon. En bleu marine, ceux qui étaient allaités au sein. Et donc vous voyez un effet d'augmentation de QI pour ceux qui sont allaités au sein, seulement pour ceux qui ont l'allèle CC ou l'allèle CG du gène FADS1, mais pas pour ceux qui ont l'allèle GG. Parce que l'allèle GG de FADS1 est moins efficace pour métaboliser les acides gras. Et donc du coup, si vous avez cet allèle-là, allaité au sein ou pas allaité au sein, finalement, ça ne fait pas de différence sur le QI. Ça peut avoir des bénéfices sur autre chose, comme le système immunitaire, mais pas sur le QI. Et c'est un résultat qui a été répliqué dans d'autres études, donc qui montre que le mécanisme nutritif semble être correct. Ça ne nie pas nécessairement le mécanisme psychosocial, hein, les deux sont pas contradictoires, mais ça veut dire qu'il y a au moins une partie de l'effet qui est fournie par le mécanisme nutritif. Okay ? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une interaction gène-environnement, c'est-à-dire une situation dans laquelle
l'effet du génotype n'est pas le même dans toutes les circonstances. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Ou on peut le voir dans l'autre sens, l'effet du facteur environnemental, qui est ici l'allaitement maternel, n'est pas le même sur tout le monde. Certains, ça va produire un certain effet sur certains et pas le même sur d'autres. Okay, et ça, c'est le cas général en fait. C'est-à-dire il y a peu de facteurs de variation génétique qui ont des effets uniformes sur tout le monde. Et il y a peu de facteurs environnementaux qui ont des effets uniformes chez tout le monde. Et vous pouvez penser à tous les facteurs environnementaux qui nous influencent, et vous avez immédiatement des cas qui vous viennent à l'esprit de ah bah oui, telle personne a perdu son emploi et elle a réagi comme ci, et puis telle personne elle a perdu son emploi et elle a réagi de manière très différente, et ainsi de suite. Donc chacun réagit à des situations comparables en fonction de sa personne qui lui est propre et qui peut en partie être influencée par son génotype. Je sais qu'il faudrait que j'arrête pour la pause. Je donne peut-être un autre exemple d'interaction gène-environnement pour un peu ancrer le concept. C'est sur le risque de schizophrénie. Donc vous savez que pour la schizophrénie, qui est un trouble psychiatrique complexe, il y a un facteur environnemental qui est bien identifié, c'est la consommation de cannabis à l'adolescence, qui augmente le risque de manière assez significative. Et c'est ce que vous pouvez voir ici si vous comparez les deux barres de gauche. Une population de jeunes qui n'ont pas consommé de cannabis et qui ont une prévalence de schizophrénie de 1%, c'est à peu près la prévalence de la schizophrénie dans la population, et une population de jeunes qui ont consommé beaucoup de cannabis et qui ont un risque de schizophrénie augmenté à 13%. Okay, donc vous voyez, l'augmentation du risque elle est assez considérable. Mais c'est vrai dans cette population de jeunes qui ont cet allèle particulier, VAL-VAL, d'un gène qui est le gène COMT, qui est à nouveau une enzyme qui participe à la neurotransmission. Et vous voyez que les jeunes qui ont un génotype différent de ce même gène, un allèle différent, eh bien, ne sont pas affectés de la même manière par la consommation de cannabis. La consommation de cannabis n'augmente pas de la même manière le risque de développer une schizophrénie. Donc là aussi, les individus ne sont pas égaux devant ce facteur de risque environnemental qui est le cannabis. Ouais. Alors ben voilà. Je donne toujours mes références, donc c'est la Biological Psychiatry. Oui, je pense que cet article il est suffisamment fameux pour que vous le trouviez en libre accès sur Internet. En principe, ils sont dans des revues sur abonnement, mais de plus en plus les PDF sont en libre accès, donc je pense que vous allez le trouver. Sinon, demandez-moi, je peux vous le fournir. Vous aurez les diapos si vous voulez. Hein. Oui. Mais l'environnement qui vient immédiatement, c'est que l'adolescent qui est peut-être l'adolescent qui va devenir schizophrène, en fait, a déjà des troubles qui l'amènent à utiliser des substances pour apaiser ses souffrances. Et d'ailleurs, j'avais une étude qui montrait que 90% des schizophrènes fumaient du tabac déjà. Les schizophrènes déjà schizophrènes. Oui. Enfin, voilà, Oui, c'est pas impossible, c'est ce qu'on appellerait non pas une interaction gène-environnement, mais une corrélation gène-environnement. C'est-à-dire que c'est la prédisposition génétique de l'individu qui va le conduire à se façonner un environnement qui va encore accroître cette prédisposition. Et donc, si c'est le cas ici, ça devrait se traduire par le fait que dans cet allèle à risque, VAL-VAL, eh bien, on devrait avoir une proportion plus importante de jeunes qui fument du cannabis. Et là, en fait, vous voyez les effectifs de ces deux barres. Donc, il y en a 54 qui fument et 148 qui fument pas. Donc, à peu près un quart. Et vous voyez que parmi ceux qui ont l'allèle MET-MET, il y a la même proportion. Un quart. Donc, sur la base de ces données dans cette population, avec ces effectifs-là, on n'a pas de raison de dire que l'allèle VAL-VAL en soi induit une prédisposition à fumer plus de cannabis. Mais c'était une hypothèse qui était tout à fait valable et qui méritait d'être vérifiée. Et une dernière question, là encore une fois, on vous dit qu'il peut y avoir une influence génétique pour la schizophrénie, mais qu'il y aurait peut-être aussi dans l'enfance, pas des influences environnementales, mais affectives, etc. Oui. Alors bon, il y en a. Je suis pas spécialiste de la schizophrénie, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais disons de manière générale, en gros, tous les environnements défavorables au niveau socio-économique, culturel,
tous les facteurs familiaux très chaotiques, ça augmente aussi la susceptibilité à la schizophrénie. Voilà. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, et ils interagissent de manière complexe les uns avec les autres. Yes. Quelle est la proportion dans la population générique et la Eh bien, hein, c'est une bonne question. Ben, vous voyez les effectifs ici. Ah oui, d'accord. Donc, visiblement, il y en a plus qui ont le génotype hétérozygote ici. Il y en a 400 qui ont l'allèle mixte, en quelque sorte, Valmet. Il y en a 200 à gauche et 200 à droite. Donc, c'est un quart de la population qui a le Val-Val. Voilà. On va faire la pause ici. J'aurai plein de choses encore à vous montrer. J'ai les diapos de conclusion, mais peut-être je vous les montrerai après la pause pour que tout le monde puisse souffler. Et puis après, on reprendra le débat sur ce que vous voulez.